Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'univers. Wow, Naël? Mais on va qu'est-ce qu'il prend? Je sais pas. À force de me renseigner sur le DLC du jeu, je crois que j'ai fait une rechute. C'est pas grave, on va te refiler un peu d'hémoglobine fraîche histoire de te calmer. C'est pas comme si tu pouvais encore contaminer quelqu'un depuis le temps. Mais ne serait-ce que par précaution, on va enfermer Jean Pura dans sa cabine. Attends, parce que tu lui as donné une cabine? C'est pas parce que c'est un plouc raciste, misogyne, LGBT-phobe et tutti quanti que je dois forcément le faire dormir dans un trou poussiéreux. Légalement, je suis obligé de te dire oui. Moralement, pas trop. Ah bah si tu veux une discussion sur la morale, sois rassuré, on en aura une tout à l'heure. En attendant, bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette deuxième partie dédiée à l'univers et au scénario d'Infamous 2. Comme d'habitude, cette vidéo sera riche en spoilers, donc si vous n'avez pas envie de vous faire révéler l'intrigue, arrêtez de la regarder. We're close. There should be no way to... L'histoire commence par un très rapide résumé de l'épisode précédent. Explosion de métasphère, super pouvoir, Kessler qui vient du futur pour annoncer qu'il a transformé le héros avec plusieurs années d'avance pour qu'il soit assez fort pour affronter ses némésis, un super vilain nommé la Bête. Un mois après la victoire sur Kessler, Cole et Zek ont vu débarquer l'agent Lucy Quo de la NSA, coéquipière du défunt John White, désintégré par la métasphère dans l'épisode précédent. Quo était infiltré chez les premiers fils de New Mare, où est également situé le docteur Sebastian Wolf, qui a grandement aidé à la création de la métasphère. Au courant des révélations de Kessler, par quel miracle j'en ai aucune putain d'idée, elle convainc Cole de l'accompagner à New Mare, où il pourrait améliorer ses pouvoirs et devenir assez puissant pour affronter la Bête. Mais alors que les héros sont sur le point de partir, la némésis de McGrath apparaît, commençant un gigantesque carnage. Cole déploie l'intégralité de sa force pour abattre son ennemi, ce qui le laisse inconscient. Quand il revient à lui, ses amis l'ont ramené à bord du navire qui s'est tiré à toute allure, et il apprend que la Bête a détruit Empire City. Le problème étant que New Mare est désormais fermé à toute entrée. Face à une invasion de créatures dégénérées ayant balayé les rangs de la police, un industriel milliardaire du nom de Joseph Bertrand, troisième du nom, a levé sa propre milice. Fanatique religieux et fou de guerre adepte de la purification par le feu, il juge tous les non-humains comme des démons que les vrais croyants se doivent d'exterminer. Toute la ville est donc sous la surveillance de sa milice, et McGrath va rapidement devenir son bouc émissaire. En gros, Bertrand raconte à tout le monde que t'es le diable. Oh, cool. Pour ce qui est de Wolf, son labo est détruit par la milice. Coup de bol, le vieux scientifique est à peine ébouriffé. Il explique donc son objectif, une fois Cole suffisamment amélioré par les noyaux d'énergie, des artefacts dérobés par les sbires de Bertrand, il pourra alimenter l'inhibiteur de métasphère, ou IMS, censé l'aider à vaincre la Bête. McGrath absorbe le premier noyau en sa possession et perd conscience. Lorsqu'il se réveille, il apprend que Wolf a été enlevé, et que s'il a échappé à ce destin, c'est uniquement parce que Zek a débarqué comme un Texan en tirant sur tout ce qui bouge. Le groupe réalise alors qu'il serait très simple d'obtenir des renseignements en allant interroger le chef de la milice, qui, comme par hasard, a justement décidé de faire un discours le soir même. Nos héros s'organisent pour le kidnapper, mais le fanatique est interrompu par l'arrivée des créatures du marais qui sèment la pagaille dans le quartier. McGrath échange quelques menaces via le toit ouvrant de la limousine, mais est rapidement remis à sa place par un hélicoptère en carton. De son côté, Lucy est parvenue à repérer le tortionnaire attitré de Bertrand. En le filant, les protagonistes réussissent à exfiltrer le pauvre Wolf, non sans déclencher une alarme au passage. Des miliciens débarquent en surnombre et le trio finit par se cracher. Gravement blessé, Cole n'a que le temps de se traîner à l'abri en contemplant le spectacle désespérant sous ses yeux. Wolf est mort, tandis que Quo est enlevé par la milice. Lorsqu'il parvient enfin à sortir de son trou, il rallie les marais où il fait la rencontre d'une porteuse du nom de Nick. De son côté, Dunbar s'est infiltré dans la milice, ce qui lui permet de localiser la prison de Quo dans le sous-sol d'une plantation. Cette dernière a été victime d'horribles expériences orchestrées par Bertrand, la transformant en porteuse. En la libérant, McGrath active les soldats du Wehrmacht 88 qui en profitent pour s'évader à leur tour. Attends, c'est quoi le Wehrmacht 88? Ah oui, ça c'est un truc précisé dans les flash infos. En gros, c'est une société de sécurité qui emploie des mercenaires. Bertrand a réquisitionné un très grand nombre de leurs hommes et s'est servi d'une machine pour leur transmettre les pouvoirs de Lucy. Bref, Quo est ramené à l'abri et de son côté, McGrath rencontre Roscoe Laroche, chef de la résistance locale. Il apprend au passage que New Mare est touché par une nouvelle épidémie, similaire à celle d'Empire City, mais beaucoup plus mortelle. Zek, qui commence à être infecté par cette dernière, a néanmoins pu repérer la machine permettant d'échanger les dons des porteurs dans le bastion de Fort Philippe. Ils envahissent l'endroit avec l'aide des rebelles, ce qui pacifie la zone. Quant au fameux appareil, Cole absorbe le noyau d'énergie qui l'alimente avec le talent d'une de ses compagnes. Mais quand il revient à lui, c'est pour réaliser que Bertrand s'était planqué dans sa tour tout du long de l'assaut, n'en sortant qu'à l'instant pour s'enfuir avec un hélico.
Ouais, c'est un brin facile là quand même. Mais avant de s'évanouir complètement, Cole parvient à balancer une grenade sur l'engin, le faisant s'écraser. Zeke et la compagne avec qui vient d'avoir lieu l'échange de pouvoir se sont donc lancés à ses trousses. En laissant Cole tout seul? Oui. Et la fille choisie, elle a pas été mise KO par le transfert? Nope. Et... Dis-moi, c'est ta soif de sang qui te donne envie de te jeter sur les incohérences comme une hyène affamée? Possible. Bref, McGrath finit par rejoindre à son tour la carcasse de l'hélico, mais aucune trace de Bertrand. En revanche, un gigantesque behemoth se déplace dans New Marais. Cole parvient à le blesser, et la créature reprend forme humaine à l'abri des regards. Mais l'homme électrique découvre malgré tout sa réelle identité, Bertrand, qui fuit vers le quartier de Foodtown, où ont élu domicile la plupart des soldats de glace du Wehrmacht 88, devenus complètement cinglés et agressifs depuis leur libération. Mais en plus, on apprend que Bertrand serait à l'origine des monstres des marais. Profitant de son statut d'agent double, Zeke a réussi à réquisitionner un missile thermonucléaire qu'il compte balancer sur la bête. Oui, la bête, oui, c'est vrai, j'avais oublié celle-là. La fusée est larguée, mais encore une fois, ce n'est pas ce qui retient la némésis de Cole, qui commence déjà à se reconstituer avant de disparaître. Parallèlement, Cole comprend que les soldats de glace sont mis en vente par Bertrand à de multiples pays, et il se rend donc sur place pour empêcher les navires de prendre le large, dans l'espoir de faire sortir Bertrand de sa cachette. Ce serait pas plus logique d'éliminer directement les soldats de glace? Non, parce que là, Bertrand peut très bien les foutre dans un autre bateau, voire carrément demander aux acheteurs de venir les récupérer eux-mêmes. Nile. Ok, je la ferme. Sauf qu'une fois son œuvre accomplie, voilà que débarque John White, qui a survécu à la puissance de la métasphère et est parvenu à se reconstituer de lui-même. Mais du coup, ça veut dire que c'est lui là. Ravi de voir que tu as fait le lien toute seule comme une grande, bien avant le héros. John lui révèle que l'épidémie prend des proportions démesurées et qu'aucun traitement ne fonctionne. Cependant, White a développé le pouvoir d'activer le gène des porteurs. Cela leur permet de guérir de la peste au prix de nombreuses vies humaines et dévoile que John n'est autre que la bête. L'humanité est morte. Aidez-moi à sauver ce qu'on peut. Mais voilà que Zeke prévient son ami. Bertrand s'est réfugié dans le Molloy Building et attend un hélico pour être exfiltré de New Marais. Mais à cause de Dunbar, le véhicule n'arrivera jamais, offrant à McGrath tout loisir de rejoindre le chef de la milice. Bertrand révèle que son but était de terrifier l'humanité, de lui faire craindre les porteurs au point que les humains n'auraient souhaité que leur éradication. Sauf que McGrath, visiblement agacé par ce débat qui mériterait à peine sa place dans une classe de maternelle, pousse Bertrand à se transformer. C'est donc l'ultime combat en alliance avec la résistance et le behemoth finit par s'effondrer, mort. C'est là que McGrath décide de dévoiler à ses compagnons la vérité sur John White, tout en réalisant que l'utilisation de l'IMS causera l'extinction de tous les porteurs du monde. McGrath doit alors faire le choix final, se rallier à la bête pour secourir un maximum de porteurs et scellant le destin de l'humanité, ou au contraire, activer l'IMS, massacrer tous ceux ayant le gène même inactif en eux et sauver les gens normaux au prix de sa propre vie. C'est ainsi que s'achève Infamous 2 et nous allons désormais passer au résumé de Festival of Blood. Tout commence dans un bar miteux de New Marais où l'on retrouve notre cher Zeke Dunbar quand débarque Kat, qui perso me fait vachement penser à Amy Winehouse, se fait draguer par Zeke. T'es pas du coin, toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'aurais remarqué une aussi belle paire de... Dieu. Dunbar raconte qu'au cours de la Pyre Night, des festivités locales de New Marais, le super-héros Cole McGrath s'était précipité sous l'église à cause d'appels à l'aide. C'était cependant un piège tendu par des vampires, qui se sont servis de son sang pour ressusciter leur maîtresse, Bloody Mary. Elle a alors infecté McGrath, le condamnant à un atroce destin. Une fois sa dernière nuit achevée, il perdrait tout libre arbitre pour devenir un esclave sans conscience. Prévenant Zeke, les deux compères se mettent à la recherche d'un remède. Bloody Mary était autrefois une paisible gouvernante contaminée par la variole, avant qu'un vampire ne la juge trop belle pour mourir. Le père Ignace, refusant d'abandonner la défunte, a traqué le couple dans l'espoir d'éradiquer son créateur. Il réalisa malheureusement que ce moyen de contrer la malédiction ne fonctionnait que pendant la première nuit du jeune buveur de sang. À son tour pourchassé par Mary, Ignace trouva refuge à New Marais, où il convainquit le peuple de se retourner contre elle et de la brûler vive. La vampire a cependant juré qu'un jour, elle reviendrait prendre sa revanche. Et depuis, la ville répète le festival de la Pyre Night dans le but d'éloigner les créatures surnaturelles. C'est un peu comme la nativité à Noël, sauf que là ça parle de démons et de feu. Et c'est pour les enfants. Au cours de ses recherches, Cole réalise que Mary a mis en place un plan visant à répandre du phosphore blanc dans tout New Marais, éradiquant ainsi toute la population.
Et gâcher du si bon sang, c'est vraiment un projet stupide. Jaeger. De l'hémoglobine synthétique, ça marche. Ah putain merci. Une fois la croix retrouvée, McGrath se lance à l'assaut de Bloody Mary, tandis que Zek s'est amusé à bidouiller les bombes, afin de retourner le stratagème des vampires contre eux. Les deux compagnons s'extirpent des profondeurs, alors que le ciel commence à se lever et la malédiction a emporté McGrath. Zek enclenche héroïquement les détonateurs et la reine vampire part en fumée, libérant Cole de sa nature inhumaine. De retour dans la réalité, Kat est amusée par le potentiel de baratineur de Zek, mais se montre beaucoup plus intéressée par Cole qui vient de débarquer à son tour. La jeune femme remercie Zek pour son histoire instructive avant de révéler qu'elle est elle-même un vampire. Et c'est ainsi que s'achève Festival of Blood. Bon, alors il y a pas mal de choses à relever dans ce nouvel opus, et pas forcément que du bien. La ville de Newmarais nous offre un côté assez dépaysant dans son ambiance néo-orléanaise, que je soupçonne Sucker Punch de bien aimer, vu qu'on avait déjà eu droit à un hub de niveau dédié dans Sly Raccoon. On peut en apprendre plus sur le passé récent de la ville, et on peut aussi remarquer que, contrairement à l'épisode précédent, où les journalistes disaient ouvertement de la merde et critiquaient tout avis différent de celui du gouvernement, là, c'est pas la même chose. Le présentateur n'hésite pas à pointer les erreurs des dirigeants et leurs échecs du doigt, tout en nous proposant une opinion plutôt objective sur ce qui se déroule dans le reste du monde. Et pourquoi ce changement? C'est simple, dans Empire City, on était directement confrontés aux mensonges des médias, tandis que là, toute leur attention est concentrée sur le monde extérieur, auquel Cole et donc les joueurs n'ont pas accès. Donc il fallait un compte-rendu honnête pour qu'on sache ce qui se passe, ce qui peut donner une impression de cassure dans la continuité, parce que c'est le même journal télé dans les épisodes 1 et 2. Il aurait été préférable, au contraire, que l'USTV conserve son aspect lèche-cul du gouvernement, et que d'autres flash infos surviennent, et qui eux auraient un avis plus neutre. D'ailleurs, les flash infos, quand ils prodiguent à McGrath des infos importantes, matière à réfléchir sur tel ou tel événement, on aurait besoin que Cole en ait quelque chose à foutre. Mais il est temps désormais d'aborder ce qui est pour moi le plus gros boulet de cet épisode, et probablement de toute la saga. Comme précisé dans la partie sur le gameplay, le système de choix karmique fait son retour dans cet opus. Et j'admets que contrairement à l'épisode précédent, il est un peu plus intéressant de rejouer au soft, puisque ça nous permet de découvrir une autre facette de certains personnages. Mais comme dans le premier titre, en dehors de modifier au fur et à mesure l'apparence de Cole, les impacts des décisions sur le scénario sont minimes, voire inexistants. Prenez par exemple une mission gentille. Cole et Quo filment Bertrand en train de transformer des civils en créatures des marais, afin de soulever la population contre lui. Ce qui, selon les personnages, fait carrément s'effondrer la milice, au point que... Maintenant, ce serait dangereux de porter un uniforme de la milice. Cette ville est enfin libre. Ou au moins qu'on ait droit à un flash info de Bertrand, qui viendrait se défendre en affirmant que ce sont des photos mensongères, qu'elles ont été retouchées, je sais pas, qu'il se justifie. Oui, mais faut comprendre les développeurs aussi. Le choix karmique aurait pu complètement changer la donne. Ils allaient pas modifier le nombre des miliciens en fonction des décisions du joueur. Bah, si. C'est un peu l'objectif de nous laisser une forme de libre arbitre, nous imposer des conséquences. Sinon, quel intérêt de choisir si ça ne change absolument rien? D'ailleurs, pour ce qui est des dilemmes, là encore, on peut se demander si le karma était réellement pensé lors de l'écriture du scénario. Il n'y a qu'à voir le comportement de Cole dans les scènes communes, trop agressif pour être un saint. Un incendie pourrait faire diversion. Mais les gens enfermés dans les cages seront brûlés vifs. Non, allez, Zek. Si on commence à tout calculer comme ça, il va nous falloir des renforts. Et pas assez maléfique pour être une pourriture. L'irradiation est causée par l'explosion d'une métasphère. Cole, je sais à quoi tu J'ai penses. fait ça à Empire City. J'ai causé l'épidémie. Et nous allons passer au principal problème du karma, qui visiblement n'a pas beaucoup fait réagir les foules, alors que, putain, il y avait moyen d'engendrer une énorme polémique dessus. Alors, je vous préviens, tout de suite, on va parler de morale. Tout le monde n'a pas la même, donc je comprendrai que vous ayez un avis divergent du mien. Mais je peux vous assurer que la première fois que j'ai joué au jeu, j'ai été extrêmement choqué par le choix final. Littéralement, on vous dit, faire le bien, c'est massacrer des milliers d'innocents qui n'ont rien demandé pour sauver le plus grand nombre. Bah oui, c'est plutôt bien, non? Non, ce n'est pas bien, c'est pragmatique. Ce n'est pas pareil.
Et je suis désolé, mais en termes de pragmatisme, le mauvais karma est tout autant valide, voire même plus. Si les héros utilisent l'IMS, tous les porteurs du monde mourront à coup sûr. Mais comme ils l'annoncent eux-mêmes, rien ne garantit que ça soignera l'épidémie. Là où, à l'inverse, la méthode de John, son efficacité a été prouvée. Mais au final, l'IMS a bien marché, et donc ils ont eu raison. Ouais, mais au moment du choix, les héros ne le savaient pas. Tenez, on va faire un parallèle. Imaginez qu'une maladie meurtrière se répand sur Terre. On vous laisse le choix, à vous, personnellement. Soit vous utilisez le vaccin A. Il tue 70% de la population, mais les 30% restants seront guéris à coup sûr. Ou alors, vous sélectionnez le vaccin B. Il élimine inéluctablement 30% du monde, vous y compris. Et les 70% subsistants, ça peut potentiellement les soigner. Mais on n'est pas certain. Bah c'est exactement la même situation qu'avec les protagonistes. Imaginez qu'en fait l'IMS ait échoué à stopper la maladie. Eh bah les héros auraient condamné l'humanité et les porteurs à l'extinction. Oui, mais activer les gènes des porteurs, ça réclame de tuer des innocents. Et ça c'est mauvais, on est d'accord. Alors primo, si la bête affirme qu'un sacrifice est nécessaire, j'entends plus ça comme un sacrifice d'énergie. Mais j'admets que c'est bancal. Deuxio, ils sont déjà en train de crever à cause de l'épidémie. Donc d'une certaine manière, c'est une forme d'euthanasie. Et enfin, tertio, qu'est-ce qui te dit que c'est vraiment impossible d'éveiller les porteurs sans causer de victimes? Pour ce qu'on en sait, Quo a développé des pouvoirs sans que personne n'ait à en subir les conséquences. Même Wolf affirmait qu'en lui laissant le temps, il pourrait réaliser un moyen de supprimer complètement les pertes humaines. Donc pour toi, sauver les porteurs et tuer l'humanité, ce serait plus moral? Pas du tout. Et je pense que beaucoup vont s'attarder sur ce détail, donc je préfère clarifier tout de suite. Aucun des deux choix n'est moral. Je ne trouve pas qu'une décision soit meilleure que l'autre. Au contraire, les deux sont des dilemmes cornéliens, et je comprends parfaitement que tout le monde ne soit pas d'accord sur la solution, que chacun ait sa vision de la bonne réponse. Ce qui me dérange, c'est que le jeu insiste sur le fait que l'un est vertueux, et le deuxième éthiquement répréhensible. C'est ça mon problème. Considérez qu'un génocide puisse être une bonne chose. Parce que oui, quel que soit votre karma, vous massacrez quand même des milliers de personnes qui n'ont rien demandé. Et même si c'est pour en sauver d'autres, je n'appelle pas ça quelque chose de bien. Vous voulez un dilemme vraiment moral? Ok, je vous en fais un. Que Cole soit le seul et unique à mourir pour épargner l'humanité et les porteurs. Et ainsi, le karma maléfique, c'est que Cole choisisse de préserver sa propre vie au détriment de celle des autres. Ça, c'est un choix moral, parce que ça met en lumière l'empathie ou l'égoïsme du héros. Et ensuite, et là vous risquez de vous coller une paire de tartes parce que vous l'avez pas réalisé plus tôt. Éradiquer les porteurs au profit des humains, c'est le projet de Bertrand! Oh putain, mais oui! En gros, pour les scénaristes, faire le bien, c'est accomplir la volonté du tyran raciste et dictatorial qu'on a passé les 3/4 du jeu à combattre! Bravo les mecs! Ici, pas grand chose de bien intéressant à analyser puisque l'histoire est pas canon. Toute l'intrigue est un baratin inventé sur le pouce par Zek pour draguer une nana dans un bar. Et c'est un gros avantage du DLC. Il ne cherche pas à raccrocher les wagons. Bon, j'avoue, j'ai quand même un regret, c'est qu'on ne retrouve pratiquement aucun personnage du jeu de base. J'aurais bien aimé voir Quo et Nyx en mode vampire, mais sans doute que les développeurs voulaient pas introduire trop de trucs. Ce qui est tout à leur honneur, même si c'est dommage quand même. Alors, étonnamment, je vais avoir beaucoup de trucs à dire pour un jeu avec un scénario aussi faible. Malheureusement, ce sera pas forcément des trucs bien. Je n'aborderai pas trop le cas de Sebastian Wolf, qui en soi est beaucoup trop extérieur à l'intrigue. Pas grand chose non plus sur John White, qui est juste devenu un bloc de pouvoir sans trop d'émotion. Il est passé de l'agent de la NSA paranoïaque mais compétent à seulement la bête. Son objectif est d'activer un maximum de porteurs potentiels, et sitôt que l'histoire est terminée, le scénario nous annonce qu'il est complètement épuisé, pour qu'il transmette ses dons à McGrath, et que ce dernier poursuive sa tâche à sa place. Ce qui fait prétexte sorti de nulle part. J'ai surtout un point à relever qui m'a pas mal énervé à son sujet. On était amis dans le temps. J'ose espérer qu'on l'est encore. Vous n'avez jamais été amis. Vous vous êtes côtoyés pendant quelques jours tout au plus, et uniquement dans l'optique de récupérer la métasphère. Et encore si vous avez fini le jeu en bon karma. Parce que sinon le John, il pourrait garder une certaine rancune envers le mec qui l'a foutu dans cette condition. Mais bon,
Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose de très intéressant à son sujet. C'est pourquoi on va commencer par un des persos les moins importants de l'intrigue, à tel point que tout le scénario aurait pu se dérouler sans lui, mais qui est tellement mal écrit et c'est à ce point payé ma tronche pendant tout le jeu que je me devais de cracher mon venin dessus. Roscoe Laroche est le chef de la résistance de New Marais, le principal opposant à Bertrand et sa milice. Et il ne sert à rien d'autre qu'à nous faire perdre du temps. Tenez, la première fois qu'on le voit, on vient de sauver sa nièce d'un sacrifice humain. Le mec est parfaitement au courant qu'il y en a, mais il n'agit pas. Et c'est pas genre on essaye mais on n'y arrive pas, ou on a eu trop de morts, ou ce genre de choses. Non, non, le gars nous avoue, dès la première rencontre, qu'il est pas un allié fiable. Il est considéré comme un pervers par Quo, il fait des sous-entendus salaces toutes les 2 minutes, au point que l'agent de la NSA lui fait ouvertement des menaces de mort, et que Nix préfère se téléporter plutôt que de rester à côté de lui. Et il est présenté comme un type bien. Ce qui fait que quand on a un flash info de Bertrand qui nous révèle le passé très douteux du personnage... Roscoe Laroche, un criminel dépravé, arrêté à 5 reprises pour possession de stupéfiants, attentat à la pudeur et trouble à l'ordre public. Bah... ouais... ça a l'air logique, et je serais résistant, j'aurais organisé un putsch pour nous débarrasser de ce mec. C'est une des seules fois dans tout le jeu où j'ai cru Bertrand sur parole. Mais mon principal problème avec Laroche, c'est qu'il utilise Cole. Constamment, il va nous ordonner de faire des trucs, avant de présenter ça comme un échange équivalent au service qu'il va vous rendre. Ce qui n'est jamais le cas. En plus, j'ai une dette envers vous pour les médocs. Et une dette pour avoir sauvé ta nièce. Et une autre pour avoir guéri tes hommes. Et une autre pour avoir massacré un dévoreur qui vous menaçait, toi et tes hommes. Et même avec tout ça, quand on révèle qu'il possède un noyau d'énergie, malgré tout ce qu'on a fait pour lui... Ce noyau d'énergie est à vous, à condition que vous m'accordiez une autre petite faveur. Mais c'est du foutage de gueule la force. Vu le nombre de dettes que ce mec a envers nous, je me demande comment McGrath fait pour ne pas craquer et lui balancer quelques volts dans la tronche. Et en Dark Call, la scène est exactement la même. En soi, qu'un PNJ nous manipule, c'est pas gênant. Le problème, c'est que aucun des héros n'y réagit. Ni Cole, ni Zek, ni même Quo ou Nix ne se plaignent qu'il abuse de la situation. Enfin bon, niveau personnage décevant, on va continuer sur la lancée avec... Bon, qui donc est Joseph Bertrand? À la base, c'est un industriel milliardaire qui faisait partie des premiers fils de New Marais. Il y avait des premiers fils à New Marais? Ah oui merde, j'avais oublié de le préciser. Oui, selon le lore, les premiers fils avaient une branche à New Marais. Et pourquoi on n'en voit jamais alors? Parce que Bertrand les a éliminés et pris possession de tout ce qu'ils avaient. Les seuls épargnés étant Lucy Quo, qui était infiltré chez eux, et Sebastian Wolf. Mais il faut savoir que Bertrand n'est pas uniquement un fanatique religieux. C'est un fou de guerre, persuadé d'être élu par Dieu pour incarner son brave vengeur et imposer sa volonté raciste, xénophobe et militariste. Et probablement misogyne par la même occasion. Vu à quel point t'insistes dessus, j'en conclus que les développeurs étaient pas un fan de Trump. Ok, alors, je me marre en comparant Bertrand à Trump, sauf que le jeu est sorti en 2011. Le petit Donald n'a été élu qu'en 2016. Mais le gars était dans la politique depuis 2009, donc pas impossible que les scénaristes aient commencé à flipper. Mais j'admets que ça reste de l'interprétation. Bref, Bertrand ira dérober la métasphère au premier fils et l'activera pour son propre profit. Attends. Elle sort d'où la métasphère? Ça peut pas être la même que celle d'Empire City. Promis, on y revient tout à l'heure. Sauf que, contrairement à ce qui était prévu, Bertrand s'est changé en gros kaiju dégueulasse. Là-dessus, Trump aurait pas eu besoin de métasphère. Considérant qu'il s'agit d'une punition de Dieu pour sa vanité, Bertrand va revoir ses plans, présenter les porteurs comme des menaces et tout mettre en œuvre pour que l'humanité les haïsse. Il va donc user de ses pouvoirs pour métamorphoser d'innocents civils en monstres et transformer les mercenaires du Wehrmacht 88 en soldats de glace, pour les commercialiser avec les différentes superpuissances, répandant les porteurs partout dans le monde et amplifiant la terreur à leur égard. Mais désireux de se racheter une conduite aux yeux du divin patron, il reversera l'intégralité de ses bénéfices à des œuvres de charité. Mais attends, quand Cole trouve ces données-là, il dit que ça colle pas, que Bertrand fait forcément tout ça pour une autre raison. C'est effectivement ce qu'il déclare, sauf que si. C'est exactement pour ça que Bertrand le fait. Les porteurs ne font pas partie du projet de Dieu. Ils sont les produits de la science, créés par l'avidité des hommes.
et des intentions diaboliques, Cole. Joseph demeure un maniaque du contrôle qui tient à ce que Wolf lui invente tout ce qui pourrait l'arranger, et notamment à surclasser le reste du monde, comme un moyen de repérer les porteurs et de leur dérober leur pouvoir. Est-ce que ce projet doit avoir la priorité sur les 5 autres projets que vous m'avez commandés? Bien sûr que non. Finissez d'abord les autres projets. Mais ce détecteur de porteurs, mettez-le sur la liste. Malgré un potentiel de séducteur et de beau parleur, ainsi qu'un talent pour haranguer les foules, Bertrand peut facilement exploser de rage et paniquer sitôt que les choses ne se passent pas comme il l'avait prévu. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi est-ce que Dieu m'a fait ça à moi? Vous allez réparer ça tout de suite, docteur. Est-ce que vous m'entendez? Enfin, disons que le côté bonimenteur de compétition, il est assez théorique. Non, parce que je vous cache pas que la plupart du temps, il a pas plus d'arguments qu'un pecno attardé. En gros, un parfait petit salaud. Du coup, pourquoi cette volonté de sous-entendre que le bonhomme pourrait être plus complexe que prévu? Qu'il pourrait avoir un projet potentiellement vertueux? Eh bien, probablement dans le but de nous offrir un nouveau dilemme cornélien, qui au final ne viendra jamais. Ou peut-être que, ayant compris que le bon choix final revenait à adopter le même objectif que Bertrand, les développeurs ont pensé qu'il faudrait peut-être adoucir le mec des fois que les gens s'en rendent compte. Bien! On va pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus intéressant. Enfin, à moitié. Et on va commencer par la toute première compagne de McGrath, à savoir... Cette chère Lucy Quo est un agent de la NSA sino-américain d'une trentaine d'années. C'est une personne compétente, froide et professionnelle. Tellement pragmatique que la meuf est capable de vous ressortir de mémoire un article du code pénal. La section 150 du code pénal fédéral stipule qu'un agent de police est autorisé à réquisitionner un véhicule civil pour attraper un suspect, un évadé ou éviter un crime. Et c'est censé être ce qui justifie tout son caractère, son pragmatisme et sa froideur, symbolisés par son pouvoir de glace. Donc, quand elle change de voix karmique à la fin du jeu... Je m'attendais pas à ça de la part de Quo. Quel égoïste. Agent Quo, votre aide est inattendue, mais appréciée. Je suis pas d'accord. Lucy a toujours agi de façon calculée. McGrath a bien précisé que le plan de John marchait à coup sûr, tandis que l'IMS n'était pas certain à 100% de soigner l'épidémie. Ajoutons à ça que Wolf n'a jamais prévenu Quo de ses véritables intentions, donc sa méfiance envers l'IMS est d'autant plus compréhensible. Sauf qu'à plusieurs reprises, le personnage va révéler ses sensibilités. Alors c'est pas du tout mauvais qu'elle ait des émotions, hein, loin de là. C'est juste très très mal écrit. Au début du jeu, McGrath supposait qu'il y avait une relation amoureuse entre Quo et Wolf. Alors, Wolf n'est pas un petit copain qui aurait l'âge d'être ton grand-père, par exemple? Non? Je crois qu'on peut plutôt parler de figure paternelle. Pourquoi? Elle n'a jamais fait montre de la moindre sentimentalité. Même le côté père-fille, j'ai du mal à y croire. Quand Wolf avoue qu'il a parlé sous la torture, le premier réflexe de Lucy, ce n'est pas de lui demander comment il va, ou d'être horrifiée par ce qu'il a subi. Non, elle l'interroge sur ce qu'il a pu révéler à l'ennemi. Quand je vous disais que même la relation père-fille, j'y croyais pas, c'est pas pour rien. Mais au-delà de sa froideur générale, ce sont les émotions de Lucy qui sont mal écrites. Par exemple, prenons cette scène où Quo vient tout juste d'être libéré. Tais-toi et conduis! Ça aurait pu montrer un palier dans l'évolution de Quo, qu'après son traumatisme, qu'elle soit devenue plus émotive, moins maîtresse d'elle-même. Mais comme on l'a déjà vu s'énerver avant, et qu'on ne sait pas si elle est particulièrement douée pour se contrôler, et bah cette scène loupe l'impact qu'elle aurait pu avoir. Et c'est pas mieux par la suite, hein, puisqu'elle passera régulièrement de l'agent froid et pragmatique à, je sais pas, une adolescente en plein boom affectif. Le pire, c'était dans la mission où elle s'entraîne à maîtriser ses pouvoirs, où je vous jure, j'avais l'impression qu'elle était retombée à 15 ans d'âge mental. Ouais, ça te plaît? Mais c'est gentil de t'en soucier. Oh, ne m'engueule pas! J'y arrive pas! Nos pouvoirs se combinent! Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas de problème avec le fait que Quo ait des émotions. Mais en l'occurrence, on a deux voies possibles. Soit elle agit en agent froide pour dissimuler ses sentiments, auquel cas elle ne doit les sortir que rarement et tenter de se ressaisir chaque fois qu'elle les laisse échapper. Ou alors, son traumatisme est tel qu'elle ne parvient plus à se contrôler. Auquel cas, non seulement elle, mais aussi son entourage, c'est-à-dire Cole et Zek, doivent s'en rendre compte et y réagir. Ça aurait même pu justifier qu'elle supporte très mal la roche et ses tendances main au panier. Je vais vous tuer. Bizarre. Qu'elle dise ça, j'aurais cru que ça venait du fait qu'elle ne maîtrise pas ses pouvoirs et gèle accidentellement tout ce qu'elle touche. Ça aurait pu, mais vu que très peu de temps après, McGrath n'a aucun problème à lui toucher la peau, je vais d'ailleurs enfoncer le clou avec la mort de Bertrand, celui qui a provoqué son trauma. Elle reste glaciale et impassible. On sent les émotions dans le regard,
mais on ne les laisse pas sortir. Ce qui tranche radicalement avec tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Et maintenant qu'on a abordé le sujet, passons au traumatisme. Lucy a été enlevée et a souffert pendant des heures, peut-être même des jours entiers, à subir une transformation en porteuse. Puis ceci fait, on l'a collée dans la machine de partage des pouvoirs afin qu'elle puisse transmettre ses talents de glace à l'ensemble des soldats du Wehrmacht 88. Un procédé qu'elle qualifie d'extrêmement douloureux, mais également, vu sa réaction au pic de Nyx, de maladivement intrusif. Que tu t'es senti utilisé et violé par cette machine? Moi, je te connais depuis 5 minutes et j'en ai déjà ras-le-bol. Donc le fait qu'elle soit traumatisée par cette expérience, c'est plutôt logique. Ça l'est même d'autant plus qu'elle veuille à tout prix détruire la machine et échanger les pouvoirs, pour ne plus jamais avoir à revivre ça. Non, si tu dois échanger tes pouvoirs avec quelqu'un, ça doit être avec moi. Quoi? Non, je déconne pas. La meuf est marquée au fer rouge par cette machine, mais elle veut l'utiliser encore une fois pour que McGrath partage ses pouvoirs avec elle. Au point, et là c'est encore plus ridicule, de menacer Cole de le traquer comme un criminel s'il utilise le transfert avec Nyx, et de disjoncter de rage s'il persiste. Hein? Des conséquences? Ah non, vous inquiétez pas. Elle vous pardonne juste après. Mais t'es un mec, et les mecs pensent pas toujours avec leur tête. Enfin bref. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a un boulot à faire, alors autant se concentrer là-dessus. Dixit la meuf qui a fait une crise d'hystérie parce que je l'avais pas choisi. Et en vrai, ce choix karmique est parmi les plus forcés du jeu, principalement à cause de ce point. Il aurait été plus logique que le dilemme ne soit pas d'hésiter entre Quo et Nyx, mais plutôt que le mauvais karma soit d'obtenir des pouvoirs supplémentaires, ceux de Nyx, tandis que le bon karma acceptait de faire une croix dessus. D'ailleurs, petite parenthèse, même en passant outre ce détail, qu'est-ce qui empêchait Cole de mélanger ses capacités avec les deux filles? Je sais qu'elles se supportent pas, mais de là à dire si tu prends les pouvoirs de l'autre je te parle plus, sont pas super adultes tes consciences, Cole. Ouais, et j'avoue que pour un agent de la NSA ultra compétent, c'est quand même assez nul. Ultra compétent, ça reste à prouver. Comment ça? Pour ce qui est de John, il avait prouvé son efficacité. Lucy Quo, c'est pas la même soupe. Premier truc en solo, traquer les kidnappeurs de Wolf, elle échoue. Oui bon, on peut pas tout réussir non plus. Deuxième mission, entamer une filature du tortionnaire, elle foire encore. Mais là c'était pas de sa faute. Je l'aurais bien pris en filature, mais il vient de me draguer au bar. Ça l'empêchait aucunement d'agir en agent secret. Et selon les boîtes mortes, elle était prête à jouer la carte de la séduction avec Cole pour le ramener à New Marais si besoin. Donc, elle s'est loupée une seconde fois. Troisièmement, libérer Wolf de sa prison. Elle déclenche une alarme et attire tous les miliciens sur eux. Et enfin, quatrième mission, apporter des médocs aux rebelles. Et elle mène directement les sbires de Bertrand au QG de la Résistance. Ah ouais, en effet. Donc voilà, Lucy est un personnage avec un bon potentiel, mais qui au final se révèle très mal géré. C'est un peu moins le cas avec sa rivale... Nyx est une porteuse afro-américaine issue de New Marais, et notamment de sa population la moins aisée. Elle a vu sa famille entière, en particulier sa mère, se faire vaporiser par la métasphère activée par Bertrand, et aurait dû subir le même sort si elle n'avait pas eu le gène des porteurs en elle. Ce qui lui a permis je sais pas en fait. Son pouvoir est assez bizarre. Probablement qu'à la base, les développeurs avaient prévu de l'affilier au feu, en opposition à la glace de Quo, avant de se rendre compte que le brasier est plus ou moins un élément de la bête, ce qui aurait fait doublon. Du coup, elle manipule une espèce de goudron noir inflammable. Enfin bref, ce traumatisme va devenir une part importante de sa personnalité dans une optique de vengeance. Essentiellement envers la milice, mais elle n'éprouve pas le moindre gramme d'empathie pour le reste de New Marais. Peut-être parce que, de par son statut de paria, elle a dû passer sa vie à être rejetée. Et elle rechigne d'autant plus à la tâche lorsqu'il s'agit de filer des coups de main aux flics. Libérer les flics. Non. Si on fait ça, je me casse. Et lorsque McGrath tente d'en savoir plus à ce sujet, elle élude la question. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mine-toi, Cole. Peut-être parce que, tout comme la milice, les flics de New Marais, décrits comme déjà corrompus bien avant l'arrivée de Bertrand, lui en ont fait voir des vertes et des pas mûres. Alors, pouvons-nous dire que Nyx représente la pire part sombre de l'humanité, et une jeune femme égoïste, sadique, vindicative et arrogante? Pas totalement, puisqu'elle l'a montré avec la partie sur les monstres des marais. Quand elle parvient à en domestiquer, elle se révèle douce avec eux, certainement parce qu'elle se sent proche de créatures craintes et haïes par tout New Marais. Et ce serait même un moyen de retrouver une forme de famille dont elle a été privée. Nyx, ces créatures remplaceront pas tes proches. C'est toujours mieux que rien. Au point que quand ces bébés seront massacrés par la bête... C'est une fille coriace, mais vaut mieux la ménager là. Un nouveau traumatisme, tel que son désir de vengeance ira jusqu'à outrepasser sa propre volonté de vivre.
Pour ce qui est de son comportement avec McGrath, elle se révèle particulièrement enjôleuse, n'hésitant pas à flirter à de nombreuses reprises, voire même à l'inciter à la rejoindre dans les actions maléfiques, en flattant son ego. Fais ce que je te dis, et je ferai de toi un dieu aux yeux de ces crétins. Pourquoi cet attrait pour McGrath? Probablement parce qu'elle a affaire à un porteur de son calibre qui a subi toute une campagne de discrimination, au point que quand elle le rencontre pour la première fois, elle l'appelle par le surnom que lui donne Bertrand. Aidez-moi. Et il est même le seul à qui elle consentira à révéler ses origines et à montrer ses émotions. Car pour moi, c'est surtout ça qui caractérise Nyx, sa solitude, ce dont elle a parfaitement conscience. C'est vrai que t'as l'air d'une demoiselle en détresse. J'ai pas vraiment besoin d'aide. J'ai juste besoin de compagnie. Et elle éprouve assez peu de sympathie pour Quo, se crêpant le chignon avec cette dernière chaque fois qu'elle en a l'occasion, principalement en raison de leur comportement aux antipodes l'une de l'autre. Vous voulez pas travailler ensemble, les filles? Eh ben, je sais pas. Tu veux qu'on s'entretue ou qu'on tue la milice? Même si elles ont l'air de se rapprocher un chouïa à la mort de Bertrand, où Nyx révèle sa jubilation. Elle crache sur le cadavre du meurtrier de sa famille, mais on sent qu'elle a perdu un de ses objectifs. Néanmoins, j'ai une théorie supplémentaire. Et plus j'étudiais le caractère de Nyx, plus elle me semblait logique. Savez-vous quel âge a Nyx? Bah, la vingtaine peut-être? Aucune idée. J'ai été jeter un œil au wiki de fandom, et même là, aucune info dessus. Mais à force, je me suis demandé, est-ce qu'il ne serait pas plus cohérent que Nyx soit en réalité une adolescente de 15-16 ans? Parce qu'après tout, quoi de plus impulsif et irréfléchi que des jeunes en pleine puberté? Ce qui expliquerait qu'elle réagisse au quart de tour à la moindre remarque, se montre particulièrement malveillante envers Quo même quand cette dernière ne lui a rien fait, et se met à flasher sur Cole comme une gamine devant Twilight. Au point que son mépris pour Quo est d'autant plus aggravé par sa jalousie. Elle refuse que McGrath passe plus de temps avec une autre femme qu'elle. Non, attends une minute. Tu veux pas rester regarder le feu? Avec toi peut-être, mais surtout pas avec Quo. Et quand elle dit cette phrase, elle a pas encore rencontré Quo. Donc d'office, elle l'a considéré comme une rivale. Et cette hypothèse fonctionne d'autant mieux que, à plusieurs reprises, les autres personnages n'ont pas l'air de la voir comme une adulte responsable. Tu sais, les animaux, c'est une grosse responsabilité. Je sais ce qui mijote, mais m'écoute pas, Cole. Eh, Nyx, tu veux pas laisser les adultes discuter tranquille, Ah, merci. qu'est-ce que je te disais? J'irais même jusqu'à dire que ça pourrait être la raison de son timbre abusivement grave. Déduction qui m'est arrivée au seul moment où elle a l'air de parler normalement, à la toute fin du jeu. Je vais prendre ce truc pour le charger. Couvre-moi, démon. Ce qui, encore une fois, serait cohérent avec son caractère. Étant une adolescente, elle force volontairement sur sa voix pour avoir l'air plus âgée, jusqu'à ce que ce désir passe au second plan lorsqu'elle choisit de se sacrifier et de devenir plus mature. Elle montre donc sa vraie personnalité. Voilà! Ça, c'est une bonne évolution de perso! Si ma théorie est correcte, et si vous jouez en bon karma. Parce que si vous vous rangez du côté de la bête, ça révèle davantage l'égoïsme de Nyx et sa peur de ne plus avoir une place supérieure aux autres dans le monde. Ici, transforme tout le monde en porteur, je deviens quoi? Je ferai plus rien à nouveau. Donc oui, je considère que Nyx est un très bon personnage, assez maladroit par moments et pas mal cryptique, mais qui a le mérite d'être beaucoup mieux écrit que Quo. Et sa mort dans le mauvais karma est probablement parmi l'une des plus cruelles. Bon, ceci dit, ma théorie sur sa jeunesse implique aussi pas mal de passages assez cringe. Notamment le fait que McGrath puisse avoir des penchants pédophiles. Je me serais bien baigné à poil. Oh. Eh ben vas-y, te gêne pas. Il était temps qu'on échange plus que des mots. Oh ouais. Bon, je crois qu'on va passer à un autre sujet. Après la psychologie mal écrite et le détournement de mineurs, intéressons-nous à un personnage moins polémique. Zek Jedediah Dunbar, dont certainement beaucoup de joueurs du premier épisode se rappellent comme d'un boulet accroché à leurs pieds. Un trentenaire mollasson, adepte des théories du complot, envieux d'obtenir des super pouvoirs au point de sacrifier des centaines d'innocents pour son profit, qui trahit son meilleur ami à 2 reprises, et qui malgré toute la bonne volonté du monde, commet plus de catastrophes qu'il n'arrange de situation. Ce qu'après analyse, j'avais vu comme un traitement très injuste. Je pense que les développeurs s'en sont rendus compte, et ont voulu rendre ses lettres de noblesse au personnage dans cet épisode. Ici, Zek a fait un énorme travail sur lui-même. Il a réalisé à quel point il a merdé et fait tout son possible pour se rattraper et être pardonné. Par ailleurs, il est devenu un véritable génie technologique qui va inventer certaines armes utiles au cours de cet opus. Hé mec, t'es allé à l'université? Moi j'ai fait une filière technique. Alors? Qui c'est le crétin? C'est également un très bon agent double qui réussit étonnamment à ne jamais se faire repérer. Sacrée évolution par rapport à l'épisode précédent. Alors certes, il conserve un côté un peu chill et fainéant,
Va voir ce que tu peux faire, moi je vais monter la garde. Ok, à tout à l'heure. Et il demeure un comic relief à plusieurs reprises. Le vieux t'a filé du GHB? Wow. Wow. Le mot de passe du club. Ouais, me tire pas dessus. Les autres s'en tirent juste avec un bronzage, voire avec un mélanome. Mais bon, ils sont déjà malades. Les choses ont tendance à sauter quand il est là. On s'y habitue. Mais malgré tout ça, sans Zach Dunbar, Cole n'aurait jamais pu progresser dans ce deuxième épisode. Et surtout, on sent une véritable amitié qui le lie à McGrath, une vraie sincérité, une complicité véridique, que ce soit à travers les pics qu'il se lance. Tu fais quoi avec ces jumelles, Zek? Tu mates une nana sous la douche? Pas cette fois. Ou tout simplement à la manière dont il se parle avec franchise, comme quand Zek s'excuse pour toutes les conneries qu'il a pu faire à Empire City. Écoute, je dis pas que t'es mon pote pour me donner un genre. Je dirais même que ma scène favorite du jeu est une scène entre Cole et Zek, quasi sans dialogue, où les deux compères sont juste installés devant la téloche pour une soirée détente. Cependant, une des plus grandes preuves de son amitié inconditionnelle reste dans la bonne fin, où il fait ses adieux à McGrath. Je t'aime, mon frère. Et tu vas me manquer. Et c'est un sentiment qui se ressent d'autant plus dans la voix maléfique, alors que les deux compères en viennent à devoir s'entretuer et s'accordent un dernier échange amical avant de combattre. C'était court. Mais intense. Je dois essayer. Je sais. Et... Ok, là c'est totalement de ma faute, j'ai pas testé cette possibilité. Est-ce que Zek tente vraiment de tirer sur Cole? Car quelles que soient les vidéos que je trouve sur le net, même quand le héros prend son temps, Dunbar n'a pas l'air capable d'appuyer sur la détente. La seule fois où il réussit, il le rate. Peut-être parce que, même s'il se sent obligé de combattre son ami, il ne parvient pas à faire feu. Ce qui fait probablement de Zek un des meilleurs personnages de cet épisode. Ouais, il me semble qu'il y a quand même 2-3 autres trucs qui ont changé avec lui depuis le premier jeu. C'est vrai, non seulement Dunbar a perdu sa paranoïa vis-à-vis du gouvernement, rappelons-nous qu'il se montrait uber méfiant à l'intention de Moya qui se prétendait du FBI, par contre, Lucy Kuo, qui affirme ouvertement être de la NSA, là ça lui a posé aucun problème. Pareil, un des principaux moteurs de son caractère dans le premier jeu, c'était sa volonté d'avoir des super pouvoirs. Même si, comme le dit l'intro, il ferait tout pour réparer son amitié avec McGrath, c'est une partie de sa psyché qui a l'air d'avoir été purement et simplement gommée. Peut-être que justement, Kessler a expliqué à Zek que sans le gène des porteurs, il ne pourrait pas développer de pouvoir, et donc que ça ne marcherait pas quoi qu'il fasse. C'est un point de vue qui se tient, mais c'est pas ça le reproche. C'est surtout qu'on n'aborde plus du tout le sujet. On a quand même un gars qui se retrouve entouré par 3 personnes qui ont des capacités surhumaines. Capacités dont il rêve, mais qu'il n'aura jamais. Il y a bien une scène où on pourrait craindre que Zek se soit rallié à la milice et pourrait à nouveau trahir Cole. Et si on avait remis en mémoire le fait qu'il soit envieux, peut-être même jaloux, ça aurait pu nous pousser à vraiment redouter une perfidie et révéler au fil du jeu que non, Zek a bel et bien tourné la page, il a accepté qu'il resterait un simple humain et que rien n'y changera. Donc globalement c'est bien, mais ça aurait mérité d'être mieux écrit. Ah, au passage, est-ce que vous aimiez Trish Daly? Non, parce que à part dans quelques boîtes mortes, Zek sera le seul à faire directement référence à la jeune femme. Ce qui est d'autant plus dommageable que la mort de Trish est censée être toujours une ombre pesante dans la vie de... Ouais, si on se fie au lore, Cole est traumatisé par le décès de sa petite amie, au point de développer des pensées suicidaires. J'ai cru mourir. Je l'ai presque souhaité. Et il est même censé, du moins selon le wiki de fandom, s'être fait un tatouage avec les initiales de Trish pour lui rendre hommage. Franchement, si vous voyez où, je veux bien que vous me le disiez. Pour l'exemple, Kuo, qui était prête à jouer les séductrices pour convaincre McGrath de venir à New Marais, y a renoncé parce que... Il est méfiant envers les femmes, ou j'aurais tenté quelques méthodes de séduction. Il est manifestement toujours en deuil, on aurait du mal à le faire partir. Ok, je crois que la traduction est très mauvaise ici. Affirmer que McGrath est méfiant envers les femmes, c'est sous-entendre qu'il les considère comme une menace, ce qui n'est absolument pas le cas. Ce serait plus juste de dire qu'il a perdu son intérêt pour la gent féminine, que Trish avait pris tellement de place dans son cœur qu'il n'envisage même plus d'avoir quelqu'un d'autre. Ce qui est radicalement différent d'une méfiance. Et ça ne colle pas avec le fait qu'il flirte ouvertement avec Nyx. Pareil avec son quasi-complexe du survivant, en apprenant qu'il est responsable de l'épidémie d'Empire City. On y revient plus tard. Une chose qui l'horrifie, et ensuite, ce doute, cette culpabilité, ne seront plus jamais évoqués.
Enfin bref, selon ces termes, Cole est un type banal et ordinaire qui a laissé tomber ses études par désaccord avec ses parents, qui d'après l'épisode précédent et les paroles de Kessler, étaient effectivement plus fiers de triche que de leur propre rejeton. Enfin bon, on parle quand même d'un gars qui a appris le parcours. Non, c'est pas un truc qu'il a développé avec la métasphère. Il savait déjà se balader sur les toits avant. Ce qui à mon sens est vraiment pas banal et ordinaire du tout, donc Bref, on va ignorer tous les aspects karmiques de sa personnalité qui pour moi ont été greffés à la truelle. Et on va se concentrer sur le principal. Le traumatisme de McGrath vis-à-vis de Trish est survolé et oublié pendant la quasi-totalité du jeu, quand il est pas carrément ignoré. D'ailleurs, j'abordais le cas de Zek qui fait un peu vite confiance à Quo, mais c'est encore pire pour Cole, qui lui a été directement confronté à Moya, et il refait confiance à une agent du gouvernement qui lui promet la lune. Apprends de tes erreurs, mec! En plus, son premier combat contre sa Némésis, pour lequel il était persuadé d'être prêt, s'est malgré tout achevé sur un quasi-match nul, ce qui l'a davantage traumatisé, le rendant même paré à tout pour remporter la victoire lors de leur prochaine rencontre. J'ignore si vous avez déjà laissé tomber quelqu'un, reçu une raclée ou carrément échoué. Ce sont ces moments qui nous définissent. Ils nous poussent au-delà de nos limites et nous forcent à faire des choix, quel qu'en soit le prix. Ce qui, effectivement, peut être une justification scénaristique des choix karmiques, dans le sens où McGrath peut décider de sacrifier des innocents pour devenir plus puissant. Ce qui là encore passerait si on n'avait pas déjà passé le premier épisode à jouer les super-héros ou les tyrans apocalyptiques. Bon, après, il y a des points qui sont corrigés par rapport à l'opus précédent, où Cole était par exemple très injuste avec Zek, et leur amitié devenant parfois à sens unique. Là où Infamous 2 a mis à jour l'affection entre les deux compères, au point que le héros réalise à quel point il a été mauvais avec son meilleur pote. Je t'ai traité comme de la merde. Je m'en veux, mec. Et même s'il lui arrive d'avoir des sursauts de méfiance, il parvient à tourner la page. Mais Zek est et restera son meilleur ami. Un ami à qui il refuse qu'on fasse du mal, même lorsqu'ils doivent emprunter des chemins différents. Qu'est-ce que t'as fait, Zek? Ce que je devais faire. Tu l'as tué? Restez bien concentré, Cole. C'est un boulot, mais hélas, il est absolument nécessaire. Et le point critique arrive lors de la scène finale du mauvais karma, où même s'il est au courant que sa décision va condamner des millions de gens, et qu'il n'a pas d'autre choix que d'abattre son meilleur pote qui s'oppose à lui, il n'y éprouve aucun plaisir. Bien au contraire. Ceci dit, si McGrath a beaucoup perdu de son injustice envers Zek, ça l'empêche pas d'être singulièrement hypocrite lui aussi, notamment avec la pauvre Quo. Je m'attendais pas à ça de la part de Quo. Quel égoïste. What? Qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie, mec? Elle soutient tes arguments. Elle est de ton côté. Pourquoi tu la traites d'égoïste? Et cette réplique est d'autant plus malhonnête si vous décidez de suivre Quo pour sauver les porteurs plutôt que les humains. Enfin bref, clairement, McGrath a beau être le héros, niveau personnalité, c'est vraiment pas le plus intéressant, en plus d'avoir de multiples incohérences dans son caractère. Et maintenant qu'on en parle... Bordel de merde. Quand j'ai terminé mes vidéos sur Gravity Rush 2, j'étais persuadé que je trouverais probablement jamais de concurrent aussi sérieux dans la connerie. Faut croire que j'avais tort. Alors déjà, on va se mettre en jambes. Infamous 2 nous explique que John White était en contact permanent avec Lucy et Wolf. Quoi, vous voyez pas ce qui me dérange? Bon, j'en ai ras-le-bol qu'on me laisse tomber. Mon contact a disparu et personne ne veut répondre à mes appels. Oui, enfin, il dit qu'il a plus aucun contact avec la NSA, pas avec Quo. Je te rappelle que Quo fait aussi partie de la NSA. Donc s'il peut pas communiquer avec l'agence, sa collègue à New Marais, il peut pas la joindre non plus. Et pour ce qui est de Moya, tu sais, la meuf censée être une menace potentielle pour McGrath. Eh bah tu peux l'oublier. Alors ouais, il a pu lui arriver n'importe quoi en hors-champ. Mais on n'est pas dans la vie réelle là. C'est un personnage de fiction. Le moins qu'on puisse faire, c'est d'expliquer pourquoi elle n'intervient plus. Même si, niveau continuité, on a surtout un gros problème avec certains aspects des pouvoirs de McGrath. Notamment le fait que le mec est accro à l'électricité, et que se retrouver dans un quartier qui en est dépourvu le rendait malade. Ce qui ici ne l'empêche pas de se balader dans les marais, ou de flâner sur un bateau éloigné des côtes. Je réalise un truc. Il y a un pouvoir que Cole est censé débloquer, mais qu'au final on ne verra jamais apparaître. Le voyage dans le temps. C'est vrai.
Oui, mais peut-être que le voyage dans le temps nécessitait que Cole soit beaucoup plus puissant que ça. Donc ça voudrait dire que Kessler est vachement plus puissant que Cole au maximum de ses capacités dans Infamous 2? Ben ouais. Alors, pourquoi il a été incapable de vaincre la bête à son époque? Sûrement parce que la bête est devenue beaucoup plus forte en même temps que Kessler. Et du coup, ce dernier avait toujours un train de retard. Bonne hypothèse. Mais dans ce cas, est-ce qu'il n'aurait pas été plus intelligent, après avoir fait exploser la métasphère, d'aller tout expliquer à Cole? Cole, je suis ton toi du futur, et je t'ai donné des pouvoirs. Un super vilain appelé la bête va apparaître. Il faut absolument qu'on s'associe pour le vaincre avant qu'il devienne trop puissant. Vous foutez de moi, j'espère. Oh putain qu'il est con. Wow! Oh putain, vous êtes mon moi du futur venu pour m'aider à détruire une bête surcheatée. Ah bah il t'en a fallu un temps pour comprendre. Putain, je savais pas que j'étais aussi borné à cette époque. Et si jamais vous vous dites que, tant que Trish est en vie, Cole aurait toujours eu la volonté de la protéger en priorité plutôt que le reste du monde, je pense que Kessler et les premiers fils avaient largement de quoi la mettre en sécurité. Surtout si Kessler savait déjà que John White était la bête. Oui, Kessler était parfaitement au courant. T'exagères pas un peu, là? J'étais en train de sortir la métasphère du laboratoire quand Kessler m'a intercepté. C'était étrange. Il m'a confié qu'un grand destin m'attendait, que j'allais accomplir de grandes choses. Avant, j'étais sceptique. Mais un grand nombre de ses prédictions se sont vraiment réalisées. Je sais pas. La façon dont il m'a regardé, ça m'a fait espérer qu'il se trompe. Ah, ok. Alors, si Kessler était prêt à aller jusqu'à buter la femme qu'il aime pour pousser son lui du passé à s'endurcir, je pense qu'il aurait pas eu le moindre scrupule à éliminer John pour l'empêcher de devenir la bête. Alors, je sais pas pour vous, mais la toute première fois que j'ai joué au jeu, et que j'ai vu Bertrand activer la métasphère, je me suis demandé d'où elle sort. Est-ce que les premiers fils en auraient construit une deuxième? Eh ben non, c'est exactement la même qui a donné ses pouvoirs à McGrath. Et là, on va devoir étudier un peu la chronologie, parce que ça sent vraiment la manipulation foireuse pour justifier la présence d'un nouvel endroit avec des porteurs. D'office, la métasphère a été conçue à New Marais, puis transportée à Empire City. Mais si les premiers fils sont basés à Empire City, ça aurait pas été plus logique d'y faire directement venir le Dr. Wolf pour la fabriquer? Tout à fait. Sauf que dans ces conditions, Bertrand n'aurait jamais pu s'en emparer pour l'utiliser. Et donc n'aurait jamais pu développer ses pouvoirs et ceux de Nyx par la même occasion. Parce que, littéralement, ça s'est passé comme ça. Bertrand a chouré la métasphère, l'a activée, puis l'a rendue au premier fils, qui l'ont envoyé à Empire City. Alors on n'a pas de date exacte, et rien ne laisse entendre que Kessler ait fait le moindre reproche à Bertrand. Étonnant. Terminons avec l'affirmation de Cole, sortie d'absolument nulle part, selon laquelle plus tu es proche de l'épicentre de l'explosion de la métasphère, plus tes pouvoirs seront redoutables. Allégation complètement débile! McGrath était au milieu de la catastrophe. Il est pourtant pas excessivement surpuissant. Il est à peine du niveau de Nyx qui était en périphérie de la déflagration. Et vous voulez une couche supplémentaire? Alden Tate, qui n'était pas au cœur de l'influence de la métasphère, et qui néanmoins était devenu beaucoup plus efficace que notre héros. Et pourquoi alors? Qui, je vous le rappelle, a obtenu ses pouvoirs sans métasphère. Ça veut dire qu'elle est forte ou pas? Et c'est une belle transition pour passer au chapitre suivant. Petit contexte. Le jeu nous a appris l'existence du gène des porteurs, une mutation de l'ADN qui permet de développer des super pouvoirs. Sauf que c'est une évolution extrêmement rare. Quand vous terminez le jeu en bon karma, vous retenez que des porteurs potentiels sont morts dans le monde entier et que ça se compte en milliers de personnes. On n'a pas de chiffre exact, mais en 2011, le monde contenait environ 7 milliards d'humains. Donc on peut en conclure que avoir le gène reste très exceptionnel. Mais quasiment tous les porteurs en puissance font partie du Wehrmacht 88. Je crois que tu t'avances un peu. Ah, mais pourquoi ça? Eh ben, tu sous-entends que les mercenaires de glace sont forcément des porteurs. Eh bien, oui. C'est ce qui serait le plus logique, vu que, comme précisé à plusieurs reprises, seul un porteur peut développer des pouvoirs. Néanmoins, tu as raison. Il n'est jamais spécifié nulle part que les mercenaires de la Wehrmacht possèdent le gène. Par ailleurs, Wolf laissait supposer que, en cas de transfert vers plusieurs receveurs, ceux-ci pourraient subir des effets secondaires physiques et psychologiques. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple et plus logique de faire dire à Wolf, oui, on peut donner des pouvoirs à des gens qui n'ont pas le gène des porteurs, mais il y aura des conséquences sur leur santé. Sauf que le sujet n'est jamais abordé. Et oui, si vous envisagez que les soldats de glace n'ont pas le gène des porteurs, ça justifie leur nombre,
Mais ça rend la fin complètement incohérente, puisqu'ils meurent tous à cause de l'IMS. Mais peut-être que l'IMS tue tous ceux qui ont des pouvoirs et pas nécessairement ceux qui ont le gène des porteurs. Dans ce cas, pourquoi des gens sans capacité périssent à travers le monde? Et pareil pour les créatures du marais qui, je vous le rappelle, ont juste été transformées par Bertrand. Pourquoi l'IMS les exterminerait? Vous voyez tous les problèmes que ça apporte en termes de cohérence? Et encore, parce que ce jeu a voulu mettre en place un tout autre système qui brouille davantage les pistes, la machine à transfert. Bon déjà, au cours de l'intrigue, Cole va mélanger ses dons avec ceux d'une de ses compagnes. Mais ni Nyx, ni Quo n'obtiendront de capacité électrique par la suite. Un échange à sens unique en somme. Je plaisante même pas, vous regardez la machine fonctionner, toute l'énergie va vers Cole sans rien refiler aux autres. Ce à quoi personne ne fera jamais allusion. Mais cet appareil implique deux autres problèmes. D'une part, vous ne trouvez pas qu'elle devrait intéresser un minimum Zek? Si effectivement tu peux gagner des pouvoirs grâce à elle au prix de ta santé, ça aurait pu le tenter, voire même ajouter une nouvelle facette à sa personnalité. Vu qu'il est infecté par l'épidémie, il pourrait envisager de profiter du temps qui lui reste avec des super pouvoirs, plutôt qu'à crever sans rien pouvoir changer. Et un dernier truc qu'il a est vraiment stupide. Pourquoi Bertrand ne l'exploite pas? Je veux dire, c'est lui qui a réclamé la création de cette machine, parce qu'il détestait ses pouvoirs et désirait copier ceux des autres. Mais il n'a jamais tenté d'obtenir ceux de Quo, pas plus qu'il n'essaye d'enlever d'autres porteurs, comme Nyx ou McGrath, pour s'emparer de leurs dons. Ce qui aurait pourtant été cohérent avec l'idée du gros salopard qui devient une uber-menace. Oui, mais dans les boîtes mortes, Wolf disait que le transfert des pouvoirs pouvait être instable. Peut-être qu'il voulait pas prendre de risques. Le transfert d'un seul pouvoir vers plusieurs porteurs est instable et peut rendre complètement dingue, voire incontrôlable. Mais d'un porteur à un autre, ça pose aucun problème. Sinon, Cole aurait eu des conséquences à mélanger ses dons avec ceux des filles. Pour empêcher Quo d'obtenir le même pouvoir que Bertrand alors? Je pense pas que Bertrand se serait arrêté à ça. Sans compter que Quo était censé rester enfermé ad vitam aeternam pour créer des super soldats à la chaîne. Ok, Du coup, on peut aborder le cas des noyaux d'énergie? J'ai 2-3 critiques à faire dessus. Oh t'inquiète, je crois qu'on a les mêmes. Bon, d'où ils sortent? Selon les boîtes mortes, ce sont des noyaux de la métasphère que Wolf a raffinés dans le but de les réutiliser. Moi aussi ça me bloque. Déjà, je vois pas en quoi ce truc a l'air de pouvoir rentrer dans la métasphère. Et à la base, elle est pas censée être utilisée plusieurs fois, même si ça pourrait être une explication de pourquoi elle s'autodétruit à la fin de l'épisode précédent. Puis vient la révélation de Wolf. Un de mes cobayes s'est approché trop près du noyau et il l'a absorbé. C'est alors que j'ai découvert qu'il était doté de tout nouveaux pouvoirs de porteur. En plus de tous ceux qu'on connaît, 2 porteurs supplémentaires sont supposés exister à New Marais. Pourquoi? Parce que Wolf a testé la machine de transfert sur eux. Le système de transfert fonctionne exactement comme on l'avait prévu. On remarque un taux d'échange de pouvoir de 86% entre 2 porteurs distincts. Et c'est probablement un de ces porteurs qui a involontairement ingéré un noyau d'énergie. Et je précise que tout ça a lieu bien avant que Quo ne soit capturé et transformé en cobaye. Donc, pourquoi aucun de ces porteurs n'a servi de premier réservoir de pouvoir pour la Wehrmacht? Bref, n'importe quelle personne ayant le gène activé peut absorber les noyaux d'énergie et améliorer ses talents. Ce dont Bertrand est au courant, je le rappelle. Or, dans ce cas, pourquoi Nyx, Quo et Bertrand n'en ont jamais consommé par eux-mêmes? Quo encore, je peux comprendre. Avec son traumatisme, tout ça, c'est compréhensible. Les deux autres par contre, pas trop. Et en plus, il suffit de passer à côté pour l'ingérer. Là où McGrath a besoin d'une décharge assez puissante. Un peu obligatoire, sans quoi les soldats de glace auraient sifflé le dernier noyau et nous auraient malheureusement privés de cette dernière mission abusivement longue et chiante. Pardon, je m'égare. Mais aussi, c'est un argument peu justifié que Nyx ne l'ait jamais absorbé. J'ai trouvé ça plutôt joli. Pourquoi? Alors que, là encore, ça aurait pu être une sorte de course contre la montre, que chacun des deux camps essaye de retrouver les noyaux avant l'autre, pour avoir plus de pouvoir que son adversaire. On aurait même pu ajouter une crainte supplémentaire avec le fait qu'il n'y en ait qu'un aussi petit nombre. Si Cole n'en obtient pas assez, il risquerait de ne pas pouvoir activer l'IMS. Tiens, bah maintenant qu'on en parle de cette merde. On l'a tous compris, McGrath doit gagner suffisamment de pouvoir pour activer l'IMS et ainsi vaincre définitivement la bête. Au passage, quand tu vois à quel point l'absorption est pas discrète, tu te demandes comment ça se fait que la milice débarque pas à chaque fois. Mais il y a un point qui m'a singulièrement donné envie de m'arracher les cheveux.
Pendant tout le jeu, on nous rabâche que Cole doit devenir le plus fort possible pour utiliser la machine. Et quand c'est enfin le cas, l'engin voit son régulateur de puissance endommagé. Attendez une seconde là. Est-ce que vous êtes en train de me dire que la seule chose dont l'IMS avait besoin depuis le début, c'était d'électricité? Qu'on a passé tout le jeu à traquer des noyaux d'énergie pour que dalle? Mais c'est assumé en plus! Ils réussissent à recharger l'engin en le raccordant à un transformateur électrique! Et vous savez ce qui est encore plus frustrant? Nyx parvient à l'utiliser alors qu'elle n'a absorbé aucun noyau! Ok, j'aime beaucoup le studio de Sucker Punch, mais là, je pense que je vais aller coller des tartes à leur scénariste. De base, on a un énorme problème avec cette maladie, parce que c'est censé être exactement la même que celle d'Empire City. C'est pas moi qui le dis, c'est le jeu. C'est la même épidémie que celle d'Empire City, sauf qu'elle est encore plus mortelle. Sauf que vous avez oublié un truc, les mecs. Dans l'épisode 1, l'épidémie était provoquée par Sacha. C'était son fluide noir qui transformait les gens en faucheurs et rendait les autres malades. Bon, admettons. Faisons comme s'il s'agissait d'une toute nouvelle peste qui n'a absolument aucun rapport avec celle d'Empire City. Elle est quand même pas claire. Déjà, un des premiers symptômes indiquant que Zek est contaminé, c'est une toux. Ouais, et alors? Les symptômes de l'épidémie sont une forte fièvre, des nausées, des vomissements, des frissons et des plaies hémorragiques. Ah ouais, donc en fait, l'épidémie ne provoque aucune toux, ni aucun problème respiratoire. Et aucun des symptômes de la liste ne sont possédés par Zek. Au passage, Dunbar est quand même sacrément résistant. Non seulement il n'a jamais été infecté alors qu'il était à Empire City et a été à proximité de Cole pendant très longtemps, mais en plus, on dit que la maladie peut tuer en une journée. Lui, ça a l'air de faire des semaines qu'il est atteint. Comment ça, il a pas été contaminé à proximité de Cole? Ça veut dire que c'est lui qui cause l'épidémie? Alors, là encore, c'est pas clair. Selon le jeu, ce sont les radiations de la métasphère qui provoquent la peste. Bon ok, c'est une technologie nouvelle, donc risquée. D'accord. Et activer l'IMS détruirait ces radiations et pourrait guérir tout le monde. Ouais, bon, c'est pas parce que vous vous débarrassez de la source d'un virus que ça soignera les malades. Mais bon, logique comics. Et d'ailleurs, ça aurait pu être une autre conséquence possible du dernier choix. Qu'activer l'IMS détruise l'épidémie et l'empêche de se propager, mais qu'elle ne guérisse pas ceux qui sont déjà contaminés. Sauf que la métasphère a été utilisée une première fois à New Marais, avant Empire City. Donc, on aurait dû en entendre parler dans le premier jeu. Tiens, c'est marrant, la même maladie qui apparaît à deux endroits différents. Bah c'est un peu zarbe, dis donc. Mais d'après Quo, la maladie s'est répandue depuis Empire City jusqu'à New Marais. Vient alors ma supposition. La peste n'est pas provoquée par la métasphère, mais par les porteurs. Ce qui du coup justifie qu'elle soit particulièrement virulente à New Marais, à cause des expériences de Bertrand et des multiples porteurs pas naturels, et rend plus compréhensible le complexe du survivant de McGrath. Puisque là, il devient directement responsable de l'épidémie, même sans le vouloir. Ça expliquerait aussi qu'elle se déclenche sur le passage de la bête, où aucune métasphère n'a explosé. Et du coup, ça confirme pourquoi l'IMS a pour objectif d'anéantir les porteurs, parce qu'ils sont des vecteurs directs de la peste. Bon, je pense qu'on a globalement fait le tour des plus grosses conneries du jeu. Ça signifie pas que c'est terminé pour autant. Donc on va achever cette partie avec quelques derniers petits plaisirs. Il y a un problème avec la gestion de la police. Bon déjà dans cet épisode, il est clairement sous-entendu que les flics sont corrompus. Mais ça n'a aucun impact. Genre, on aurait pu imaginer que les ripoux soient du côté de Bertrand, tandis que ceux arrêtés et exhibés dans des cages auraient été les seuls intègres que la milice et les ripoux auraient fait passer pour des traîtres. Ou alors que la milice remplace subrepticement les policiers par ces hommes. Même pas! Les flics sont capturés au vu et au su de tout le monde, sans qu'aucune raison ne soit donnée au public. Sauf que dans une mission de bon karma, on doit aider des policiers à appréhender des membres de la milice. Ce qui signifie que les deux groupes sont plus ou moins à un niveau égal d'autorité, mais la police ne tentera jamais rien contre Bertrand. Pas plus que Bertrand n'affirmera que les flics sont une menace pour la sécurité de la ville. Vous vous rendez compte à quel point Infamous 2 aurait pu être intelligent, mais n'a pas fait cet effort? D'ailleurs, pour la milice, c'est marrant que personne n'ait tiqué quand Zek a postulé chez eux, alors qu'il s'agit du mec qui a débarroulé en leur tirant dessus pour les empêcher d'embarquer McGrath. Mais aussi, les miliciens sont des putains de fanatiques prêts à mitrailler tous ceux qui jugent déviants, et ils acceptent sans rechigner que leur boss soit le créateur des monstres. Vous trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche, hein? Alors attention, là va falloir suivre. Les messages des pigeons sont des informations de Wolf, laissées à l'intention de Quo, pour qu'il obtienne des données sur les premiers fils. Elles doivent donc dater d'un certain temps.
J'ai vu ces oiseaux s'échapper du labo de Wolf après l'explosion. Ce qui, en termes de cohérence, est débile. Ça sous-entend que Wolf avait toutes les preuves de son double jeu à disposition dans son chenil de piaf. Il n'a visiblement jamais transmis tout ça à qui que ce soit, et si les miliciens les avaient regardés d'un peu trop près, ils se seraient rendus compte bien plus tôt que le gars était un traître. Les boîtes du premier épisode, elles étaient logiques. C'était un agent sur le terrain qui était paumé et qui essayait de contacter ses supérieurs dans l'espoir de les prévenir. Ces messages étaient cryptés, donc pas lisibles par le premier venu, et lui-même a fini par piger que personne ne l'écoutait. Ah, et une des répliques les plus connes de ce jeu. C'est inutile de le tuer. Tu as des pouvoirs qui permettraient que de l'assommer. Ouais, sauf que le pigeon vole quand même à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Même si je ne fais que l'étourdir, il va crever à cause de la chute. Du coup, Lucie, t'es juste débile en fait. Et pour terminer sur la débilité, ce qui est pour moi une des scènes les plus invraisemblables de toute la saga, Nick se dit avoir compris que Bertrand créait les monstres des marais et peut les domestiquer. Personne ne la croit, et tout le monde se fout de sa gueule. Pourquoi ? Je sais pas, vu la forme finale de Bertrand, les créatures lui ressemblent quand même vachement, et on se doute que ses pouvoirs ne se limitent pas à la transformation en kaiju. Si encore Bertrand était le tout premier porteur qu'on croisait, je pourrais accepter que le Gugus n'y croit pas, que Quo n'y croit pas en tout cas. Mais de la part de Kolezek, ça fait un peu forcé qu'il soit obtus à ce point. Si Nick c'était une menteuse pathologique qui racontait n'importe quoi pour se mettre en avant, j'aurais pu comprendre qu'il mette sa parole en doute. Mais c'est pas le cas. Elle ne nous a jamais menti de tout le jeu. Alors pourquoi rejeter ce qu'elle dit ? Bon, je pense qu'on en a fini avec les incohérences et... T'as rien dit pour le DLC ? Ouais, c'est normal. Festival of Blood n'est pas canon. C'est un délire raconté par Zek dans un bar pour impressionner une jolie fille. C'est même pas un truc à prendre au sérieux. À la limite, on peut tiquer sur une scène. Eh, tu connais mon pote Cole McGrath ? Eh ben lui aussi il se moquait. Le Cole McGrath ? Lui-même. L'histoire est censée se dérouler pendant Infamous 2, et en admettant que Newmarais soit fan de Cole, Kat n'est pas de Newmarais. Et pour le reste des États-Unis, McGrath tient plus du terroriste que du super-héros. Donc le fait que ce soit justement ce nom qui incite Kat à revenir écouter Zek, bah on sent que ça aide quand même le scénario quoi. Mais en dehors de ça, est-ce que c'est vraiment intéressant de relever les incohérences, alors que le DLC n'essaie pas d'être cohérent ? Comme d'habitude, nous arrivons ici sur les rivages du pur théorique. J'ai noté quelques points plutôt intéressants à relever, des indices qui m'ont amené à y penser, mais je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Tout ce que vous entendrez ici n'est qu'hypothétique. Par exemple, prenons le cas de Wehrmacht 88, que je soupçonne être une réincarnation du régime nazi. Point Godwin débloqué. Pourquoi ça ? Eh bien déjà parce qu'à l'oreille, j'avais toujours l'impression d'entendre Wehrmacht 88. La Wehrmacht étant l'armée de l'Allemagne nazie, et 88 étant aujourd'hui encore un symbole de ralliement des néo-nazis. Sauf qu'en fait j'avais tort. Le nom exact s'orthographie Wehrmacht, et serait du néerlandais qui se traduirait par divertissement. Donc soit je me suis complètement foiré, soit il y a un truc que j'ai pas pigé. Ou alors, c'est une manière pour l'organisation de dissimuler ses racines nazies en jouant avec la sonorité du terme et en le faisant passer pour ce qu'il n'est pas. On deviendra parfait. Après, est-ce que j'ai vu juste ou est-ce que je me fais des films Ouch. À plusieurs reprises, je me suis dit que les différents éléments de l'intrigue étaient bizarrement reliés, qu'il y avait souvent des enchaînements assez décousus. Et j'ai fini par me demander, est-ce que Infamous 2 n'aurait pas subi des coupes dans son histoire ? Parce que oui, on peut se dire que les scénaristes étaient juste très mauvais, et ça s'arrête là, mais imaginez que ce soit plus problématique que ça, que pour une raison de budget ou de désaccord avec l'éditeur, il ait fallu amputer le jeu de quelques segments. Bah du coup, ce serait pas vraiment la même soupe. Tenez, par exemple, le comportement d'obsédé sexuel de La Roche. Toute la journée, j'ai... C'est quoi le plan ? Elle sert à quoi cette scène ? Qu'a voulu dire quoi ? Est-ce que c'est une manière de dire qu'elle a passé la journée avec les rebelles et qu'ils n'ont eu de cesse de la draguer, la mater ou lui faire des remarques ? Ou est-ce qu'elle a passé la journée à bosser comme une tarée et du coup elle s'énerve au moindre égarement parce qu'elle est sous pression ? Je suis certain qu'ils ont pas mis ce début de scène comme ça pour rien. Ils avaient l'intention de dire quelque chose avec. Mais vu qu'absolument rien ne viendra expliquer quoi que ce soit par la suite, eh bien cette scène ne sert à rien. Cole, je viens de l'apprendre. De quoi il parle ? Aucune idée. Il me dit juste ça et la conversation se coupe. Ça m'a fait le coup dans toutes mes parties, bon et mauvais karma. Du coup, je me demande s'ils avaient pas prévu effectivement une autre révélation qui aurait été sectionnée au montage. Un des plus gros manques se produit à la fin. On vient d'absorber le tout dernier noyau et on reçoit un appel de Zek qui nous dit « Nix m'a contacté. Elle est retournée dans le marais, histoire de voir combien il lui restait de monstres après la bête. » Quoi ? Comment ça, après la bête ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un clash ? Non, parce qu'on n'a pas revu John depuis la guérison d'une porteuse. C'était dur.
Vraiment très dur, Cole. Vous avez assuré. Quoi? Mais... What the hell happened here? Et vous savez ce qui me fait me poser d'autant plus la question? Cette scène, où Quo assiste pour la première fois à l'absorption d'un noyau par Cole. Et elle est stupéfaite au point de demander à Zek si c'est normal. Les scénaristes ont gardé en mémoire que Quo n'avait jamais vu McGrath activer des noyaux, et a donc besoin qu'on lui explique. Ça aurait pu être totalement zappé, et on aurait supposé que Zek lui aurait expliqué hors champ. Mais non, ils ont tenu à justifier ce point. Alors pourquoi ne pas en avoir fait de même avec les autres, parfois bien plus graves? Bah peut-être qu'ils l'ont fait, mais que ce sont des scènes qu'ils n'ont pas pu garder. Et si ça se trouve, beaucoup de reproches que je fais au personnage ou à la cohérence globale du jeu n'auraient peut-être même pas eu de raison d'être. Là encore, ce n'est qu'une supposition. Même si des coupes ont eu lieu, rien ne garantit qu'elles auraient tout corrigé. Mais en l'occurrence, on sent vraiment qu'il manque quelque chose. Et voilà, 2-3 petites pensées supplémentaires, genre des références un peu ouvertes à la série Heroes. Ou encore, d'une adolescente qui aurait survécu à une chute de 12 étages. Okay. Oh my god! Oh my god! Claire? This is Claire Bennett. That was attempt number 6. Merci. Quoi? Sérieux, si vous me dites qu'il n'y a aucune ref, je ne vous croirai pas. Alors, que vaut le scénario d'Infamous 2? C'est mauvais. C'est très très mauvais. J'irais pas dire que c'est pire que Gravity Rush 2, c'est pas du tout le même niveau, mais c'est pas bon. C'est contradictoire à plusieurs reprises, on a l'impression que l'intrigue a été charcutée et recousue à la va-vite façon Frankenstein, plusieurs persos sont complètement incohérents, et surtout ça pullule d'opportunités manquées. Donc je vais lui mettre 7 sur 20. Et je crois que c'est ce qui me déçoit le plus. Infamous 2 avait un énorme potentiel. Et il a quelques scènes qui sont franchement réussies, parfois assez touchantes. Ça aurait pu devenir un chef-d'œuvre vidéoludique du niveau de Last of Us. Mais en fin de compte, on se retrouve avec un jeu tout juste passable, avec un scénario raté. Du coup, combiné au gameplay, ça nous donne 8 sur 20. Et pour Festival of Blood? Bah là, c'est plus simple. Le script du standalone est débile. Mais lui, il l'assume. Il embrasse l'aspect non canonique et ne fait que s'amuser avec son pitch. De fait, je peux vraiment pas le noter, vu que l'intrigue n'est qu'un prétexte. Il faut donc considérer que le jeu ne se base que sur son gameplay. Ce qui gratifie Festival of Blood d'un petit 14 sur 20. Pas le meilleur divertissement de tous les temps, mais suffisamment appréciable et court pour ne pas lasser. Bien, on en a terminé avec Infamous 2. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera dédiée à Infamous Second Son. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt à bord de l'Universalis.